Vous est-il déjà arrivé de lancer un projet et de vous heurter à un mur inattendu? D'avoir l'impression que des forces invisibles freinent votre progression? Eh bien, imaginez un instant pouvoir anticiper ces obstacles. Mieux encore, transformer des opposants potentiels en véritables alliés. C'est exactement ce que permet un outil à la fois simple et incroyablement puissant, la cartographie des parties prenantes. Allez, on va voir ensemble comment maîtriser cette boussole stratégique. Cette phrase, elle dit tout. Il faut vraiment oublier l'idée d'une simple liste de noms qu'on archive dans un coin. On parle bien ici d'une boussole, un guide qui, si on l'utilise correctement, donne toujours un coup d'avance. Bon, alors c'est quoi exactement une partie prenante? Attention, le piège, c'est de penser uniquement aux clients et aux employés. C'est bien plus large que ça. Il faut penser aux fournisseurs, bien sûr, mais aussi aux régulateurs, aux associations de quartier, aux médias et même à vos concurrents. En fait, c'est toute personne ou entité qui a un intérêt, même lointain, dans ce que vous faites. Ok, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi c'est une véritable boussole. Ensuite, comment identifier tous les acteurs, même ceux qui sont un peu cachés. On va plonger dans un outil super pratique, la matrice pouvoir/intérêt, avant d'y ajouter un peu de finesse. Puis, on explorera différentes manières de visualiser tout ça, et on terminera sur un point crucial, l'éthique derrière cette démarche. Première étape, et pas des moindres, pourquoi est-ce si important? Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour un projet, pour une start-up? Les bénéfices sont vraiment multiples. Ça permet d'abord d'allouer ses ressources là où ça compte vraiment, d'anticiper les résistances avant qu'elles ne se transforment en crise, de bâtir une vraie relation de confiance avec les partenaires clés. Et même, la chose à laquelle on ne pense pas toujours, de co-créer des solutions innovantes avec eux. Ce n'est pas juste un outil pour gérer les risques, non, c'est un véritable accélérateur de succès. Bon, par où on commence? La toute première étape, c'est de se poser et de lister tous les acteurs qui gravitent autour du projet. L'erreur classique, c'est de s'arrêter aux acteurs évidents. Le vrai travail stratégique, c'est d'aller creuser plus loin. Qui est affecté, même indirectement? Qui a un pouvoir d'influence qu'on ne soupçonne pas? Et surtout, qui sont les voix silencieuses, celles qu'on n'entend pas, mais qui sont pourtant essentielles pour la réussite sur le long terme? Ce schéma le montre très bien. On peut partir de très grandes catégories, comme le secteur public ou les ONG, et puis zoomer, jusqu'à arriver à une équipe précise, voire à un seul individu dont l'avis peut tout faire basculer. Voilà, notre liste est prête. Elle est souvent longue. La grande question, c'est comment on gère tout ce monde. C'est là qu'un outil génial entre en jeu. Parce que, soyons honnêtes, on a toujours des ressources et un temps limité. Le vrai défi, c'est de savoir où mettre son énergie pour un maximum d'impact. Et voici cet outil, la fameuse matrice pouvoir-intérêt. L'idée toute simple, mais redoutablement efficace. On va classer chaque acteur selon 2 critères, son pouvoir d'influence et son niveau d'intérêt pour notre projet. C'est ça qui va nous dire comment interagir avec chacun d'eux. La vraie force de cette matrice, c'est qu'elle transforme une analyse en plan d'action concret. Ceux qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'intérêt, on doit les impliquer à fond, collaborer étroitement. Ceux qui ont du pouvoir mais peu d'intérêt, on s'assure qu'ils sont satisfaits, pour qu'ils ne nous mettent pas de bâton dans les roues. Pour les autres, on les tient informés ou on garde un œil sur eux. Fini de naviguer à vue. Mais que faire quand une situation est un peu plus complexe que ça? Quand pouvoir et intérêt ne suffisent pas? Eh bien, il est temps d'ajouter une couche de finesse. La matrice pouvoir-intérêt, c'est super, c'est une excellente base. Mais dans la vraie vie, les situations sont souvent plus subtiles et exigent une vision plus nuancée. C'est là qu'intervient le modèle de science. En plus du pouvoir, on ajoute 2 autres dimensions. La légitimité, c'est-à-dire est-ce que leur demande est perçue comme valable, et surtout l'urgence. Parfois, une demande urgente d'un acteur peu puissant peut devenir prioritaire face à la demande non urgente d'un acteur très influent. Ça change tout dans la priorisation. Il faut savoir qu'une carte des parties prenantes, ça ne se résume pas à une simple matrice 2x2. C'est un vrai terrain de jeu créatif pour visualiser les relations. Regardons quelques exemples. Une visualisation très courante, c'est le diagramme en oignon. C'est parfait pour montrer qui est vraiment au cœur du projet et qui se situe plus en périphérie. Une carte en réseau, là ça devient passionnant. Ça révèle toute la toile de connexion entre les acteurs. On peut voir d'un coup d'œil qui sont les vrais carrefours d'influence et où se trouvent les potentiels blocages. Pour la gestion de projets pur et dur, la carte RACI est absolument redoutable. Elle clarifie une bonne fois pour toutes qui fait quoi, qui est responsable, qui valide, qui doit être consulté, qui est simplement informé. Fini les zones d'ombre. Et puis, il y a les cartes plus créatives, qui peuvent combiner plusieurs de ces éléments pour raconter une histoire vraiment riche à plusieurs niveaux, de tout un écosystème. On arrive au dernier point, et c'est sans doute le plus important. Cartographier des relations humaines, ce n'est pas un acte anodin, ça exige un cadre éthique très solide. Cet outil n'est pas neutre, il faut l'utiliser avec des principes forts. L'équité, par exemple, ça veut dire chercher activement les voix qu'on entend moins, celles des groupes marginalisés. La transparence aussi, être très clair sur pourquoi on fait cette carte et ce qu'on va en faire. Et bien sûr,
s'assurer que notre analyse ne vient pas renforcer des préjugés existants. Tout ça nous amène à une dernière question, une question fondamentale. Qui sont les parties prenantes silencieuses? Celles qui ne peuvent pas s'asseoir à la table des négociations, mais qui ont pourtant le plus à perdre ou à gagner. On peut penser à l'environnement, aux générations futures. Comment leur donner une place sur notre carte? Comment les intégrer dans notre boussole stratégique? C'est peut-être ça finalement le plus grand défi de tous.